L'hebdo politique. Bonsoir, bienvenue dans l'hebdo politique sur Radio Sensation et BPM Vernon. Ce soir, je reçois le préfet de l'Eure, Thierry Coudert. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Thierry Coudert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né à Metz en 1958, vous avez fait l'ENA, Sciences Po, vous avez un passé politique qui laisse une trace, une candidature sur Paris lors des législatives. Vous êtes passé par le ministère de l'Industrie, celui de l'Intérieur, vous avez épaulé Nicolas Sarkozy et Brice Hortefeux. Vous êtes entre autres le créateur du mouvement politique La Diagonale, un club qu'on a plutôt estampillé sarkozyste de gauche, mais vous me direz si c'est vrai ou pas. Vos affinités humaines et amitiés politiques vous amènent à voyager du PS au Parti radical en passant par l'UMP. On va découvrir votre portrait dans quelques instants. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Monsieur Coudert, est-ce que tout est bon dans la présentation ? Oui, tout est bon, enfin en même temps, si je puis dire, sans vouloir faire de jeux de mots contemporains, étant entendu que j'ai eu une carrière qui était pour l'essentiel une carrière administrative, que j'ai commencé en 84, et qu'à certains moments, mais c'est une parenthèse qui est terminée, effectivement, j'ai été, après avoir fait un séjour dans les cabinets ministériels, engagé en politique sur Paris, mais j'insiste, c'est une parenthèse qui est sans doute définitivement refermée. Sans doute. On ne peut jamais jurer de rien, on verra après la retraite. Ok. Homme de lettres, esthète noctambule, exégète des arts déco, ancien sarkozyste, donc proche de Bernard Cazeneuve également, il faut le souligner. Thierry Coudert, le préfet inclassable. Est-ce que c'est une étiquette qui vous énerve ? Elle ne m'énerve pas parce qu'elle correspond sans doute à quelque chose qui est un certain éclectisme de ma personnalité, le fait de s'intéresser à beaucoup de choses. Ce qui est l'arête de la colonne vertébrale, je dirais, de ma vie, c'est le service public. J'ai été élevé dans une famille de service public. Mes parents, mes grands-parents étaient fonctionnaires civils ou militaires. Et c'est ce qui m'a guidé dans mon engagement dans mes études, aussi bien à Sciences Po, à l'ENA, etc. Je voulais rentrer dans l'administration et plus particulièrement dans le corps préfectoral. Et puis les opportunités de la vie ont fait que j'ai côtoyé un certain nombre de personnalités, j'ai eu des opportunités et que je me suis intéressé de manière active aussi bien à la culture, pas simplement en lisant, en écoutant de la musique, mais aussi en présidant un musée, en exerçant un certain nombre de responsabilités dans des conseils d'administration, et puis qu'à un moment j'ai fait effectivement de la politique, mais qui était d'ailleurs pour l'essentiel fondée sur des combats culturels. Et quand j'ai été conseiller de Paris, je ne me suis pas égaré sur 36 sujets, je m'étais vraiment concentré sur la politique culturelle parisienne. Alors ceux qui vous méconnaissent n'ont certainement pas lu la plupart de vos ouvrages. On peut citer Jardin à la française, Plaidoyer pour une république de proximité, Café Society ou La République féodale, ces nouveaux princes qui nous gouvernent. En société, vous-même, est-ce que vous êtes de cette cour princière ou est-ce que vous ne goûtez guère le plaisir d'être courtisé ? Ni je ne suis dans une cour, ni je n'aime les cours. Les titres des livres sont des titres qui peuvent effectivement faire penser à des références de temps plus anciens. Mais aujourd'hui, heureusement, nous sommes dans une république. Je suis profondément républicain et je n'aime ni les courtisans, ni moi-même me trouver dans la situation inverse. Je pense que l'égalité aujourd'hui des individus est quelque chose de fondamental et que précisément, lorsque j'avais écrit un livre qui s'appelait La République féodale, c'était pour dénoncer un système qui pouvait se recréer sur la base d'une ancienne féodalité et qui, heureusement, sur un certain nombre de points, a été aujourd'hui gommé. Quant à Jardin à la française, ce n'est pas un livre sur l'histoire des jardins tels qu'ils étaient conçus sous l'Ancien Régime, mais c'est plutôt un livre qui proposait une réorganisation du système des collectivités locales, ce fameux millefeuille administratif qui est tant décrié. D'accord. Si vous aviez à écrire un livre aujourd'hui, il serait peut-être plus complaisant ou pas, sur la politique que mène M. Macron, par exemple ? Bon, d'abord, si j'avais à écrire un livre, j'aurais du mal parce que j'ai assez peu de temps. Le métier de préfet est un métier qui laisse peu de digression. Deuxièmement, la politique de M. Macron, je suis là pour l'appliquer, la mettre en œuvre pas la juger. et pas la juger. Mais je dois reconnaître que ça ne me pose aucun problème de la mettre en œuvre, bien au contraire. Il y a près de 10 ans, voire plus, vous défendiez ce qu'on appelle le droit à Paris de se doter d'une rue de la nuit. C'était dans le quartier
des Batignolles, je crois. À l'instar de Berlin, vous estimiez que la capitale devait se doter d'espaces dévolus aux activités culturelles et festives nocturnes, sans nuire bien sûr au voisinage. Est-ce que cette douce utopie artistique qui n'a pas été votée par le Conseil de Paris à l'époque pourrait se refaire dans une grande métropole normande, à Rouen ou à Évreux ? Non, je pense on n'est pas prêt. Je pense que c'est pas le sujet. Que le raisonnement que je développais à l'époque sur Paris, c'est que Paris avait été une des capitales, la capitale internationale des arts et aussi de tout ce qui tournait avec et qui passait par une certaine convivialité nocturne. Je veux dire, dans les années 20, dans les années 30, après la guerre, Saint-Germain-des-Prés, encore dans les années 70, tout ce qui comptait dans le monde culturel, artistique américain, européen, venait à Paris, passait à Paris, parfois vivait définitivement à Paris. Et que, à l'époque, je déplorais le fait que Paris soit devenu moins attractif et que cette espèce d'émulation intellectuelle, de joie de vivre qui avait régné très longtemps à Paris ait disparu. Et la ville qui avait, à l'époque où je tenais ces propos, donc il y a 10 ans à peu près, qui avait pris un peu ce relais, c'était Berlin. Et c'est pour ça que je disais qu'il fallait essayer de réinventer un certain nombre de lieux alternatifs qui soient des lieux de création, qui soient des lieux de vie et qui fonctionnent en quelque sorte 24 heures sur 24. C'est dans la grande compétition internationale des capitales internationales et je ne pense pas que, quelle que soit l'importance de Rouen, d'Évreux ou quelques autres, ce soit adapté de les mettre en compétition avec Londres, New York, Berlin et le Paris d'avant. Plus politique maintenant. Il y a près de 2 ans, vous étiez à Bernay pour une rencontre avec les chefs d'entreprise, le territoire bénéficiant sous le pouvoir du sous-préfet, à l'époque du fameux label compétences départementales dans le domaine de l'emploi. Oui. Vous aviez le désir de réactiver et de coordonner l'ensemble des services publics de l'emploi sur l'intercom. On a l'impression que ça a eu peu d'effet depuis ou cela tarde à être visible. Est-ce que vous avez une explication ? Écoutez, je ne sais pas ce que vous appelez peu d'effet. Alors, je ne veux pas, en sens inverse, dire que c'est la réactivation des services publics de l'emploi d'arrondissement. Ce que j'ai fait à Bernay, je l'ai fait aussi aux Andelys, je l'ai fait sur l'arrondissement chef-lieu d'Évreux. Mais le fait est que la situation de l'emploi s'est complètement améliorée et même inversée au cours de ces 2 années. Alors en grande partie, la reprise internationale, la reprise économique en France, mais l'Eure, qui était plutôt un des départements au sein de la Normandie les plus mal situés en termes de pourcentage et de nombre de demandeurs d'emploi, a vu sa situation s'améliorer considérablement. Et ces 4 ou 5 derniers mois, c'est un des départements où la situation de l'emploi s'est le plus améliorée, y compris sur des segments réputés difficiles, celui notamment des demandeurs d'emploi âgés, les plus de 50 ans. Il y a eu une considérable amélioration de la situation du chômage sur l'ensemble du département, d'ailleurs pas simplement sur Bernay. Police. Mais il reste encore beaucoup à faire, hein, évidemment. Oui. Et ceux qui m'entendent et qui cherchent un emploi ne doivent pas considérer que j'ai considéré que le dossier était classé et qu'il n'y a plus d'efforts à faire, bien au contraire. Police, justice, médecin, ça c'était une grande salade de fruits un peu compliquée à gérer. Le territoire, toujours pour rester dans le point négatif, je pense qu'on va être dans le positif plus tard, n'attire pas et les personnes qui y trouvent un poste n'y restent pas longtemps. Est-ce que le département de l'Eure, à l'instar de celui de l'Orne, pour ne pas être méchant avec notre voisin, est un département qu'on traverse, mais on a encore du mal à s'y arrêter. C'est une réelle difficulté que nous avons. Ça se traduit aussi bien dans les administrations que dans le secteur médical. Mais dans beaucoup d'autres activités, ce département est un département assez exceptionnel par sa qualité de vie, par ses atouts. C'est le 7e département industriel français, alors qu'il doit être le 40 et quelquième par la taille démographique. C'est un département agricole qui, globalement, est plutôt d'une agriculture, en tout cas. L'agriculture souffre aujourd'hui, mais ce n'est pas le département de France où l'agriculture souffre le plus. Et pourtant, ce département n'attire pas. Il est en plus merveilleusement situé. Il est à 1 heure de Paris, il est à 1 heure de la mer, selon les points où on est. Donc, il y a un problème d'identité. Je pense que, pour en avoir beaucoup parlé avec les responsables du département, enfin la collectivité, aussi bien avec Sébastien Lecornu qu'aujourd'hui avec Pascal Lehongre,
nous avons bien conscience qu'il y a un énorme travail à faire sur l'identité et sur l'image. Sur la visibilité ? Sur la visibilité, sur le fait que d'abord les gens ne savent pas où commence et où finit l'heure quand ils n'habitent pas l'heure. Moi j'ai été surpris de voir que beaucoup de gens ne savaient pas que Giverny, qui attire 800 000 visiteurs sur 7 mois, est dans l'heure. Alors c'est vrai, c'est à quelques kilomètres des Yvelines, mais c'est dans l'heure. Or, un endroit aussi mondialement connu n'est pas nécessairement identifié comme étant un des joyaux de l'heure, et je pourrais multiplier les exemples. Donc il y a un gros travail à faire sur l'identité, non pas finalement sur ce qu'est le département, parce que le département a des atouts exceptionnels dans tous les domaines. Quand je dis aussi que c'est le 7e département industriel français, les gens me regardent souvent à Paris extrêmement surpris, et pourtant c'est la réalité. Quand on cite la liste des grandes entreprises françaises et mondiales qui sont implantées, évidemment on ne doute plus que ce soit le 7e département industriel français. Après moult discussions et autres manifestations populaires, le dossier est maintenant refermé, comme le collège du reste, Neruda, situé dans le quartier populaire de la Madeleine à Évreux. Vous avez eu des phrases assez dures à l'égard de ce établissement scolaire, en disant en fait que c'était un ghetto, un collège ghetto, qu'il fallait le fermer, et c'était pas véritablement le sentiment des familles et des parents d'élèves. Comment il a fallu en fait jouer peut-être de pédagogie, etc., pour expliquer ce qu'il fallait faire? En l'occurrence, je défendais la politique qui avait été élaborée en lien entre le département qui est propriétaire des murs des collèges et l'inspection d'académie qui intervient sur le pédagogique. Et je rajoutais un argument qui m'était propre au titre de représentant de l'État, c'est-à-dire celui des équilibres, et notamment de ce qu'on appelle la mixité sociale et la mixité scolaire. J'ai beaucoup travaillé dans ma carrière sur les questions d'intégration et d'immigration, et j'ai la ferme conviction que ce n'est pas en regroupant les populations qui ont des difficultés qu'on va résoudre ces difficultés. Ce n'est pas en regroupant des populations qui sont d'origine très différentes qu'on va arriver à créer un véritable phénomène d'intégration, et qu'au contraire, c'est une marginalisation. Alors ça peut être très pratique pour un certain nombre d'acteurs, pour un certain nombre d'élus, ce qui n'est pas du tout le cas, et j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié la position aussi bien des élus départementaux que du maire d'Évreux sur ce sujet, qui ont été courageux et responsables, en acceptant de remettre en cause effectivement ce qui était une non-mixité sociale. Alors, peut-être certains ont trouvé que le mot ghetto était un peu dur, mais en tout cas, les familles ne sont pas toujours dans la situation de pouvoir apprécier. On ne peut voir que longtemps après. Or, on voit bien que tous les établissements scolaires où il y a une trop forte concentration d'enfants qui présentent des difficultés d'intégration font que ces difficultés vont ensuite croissant, et c'est pas évidemment ce que nous souhaitons. Nous souhaitons donner à chacun une chance dans l'école républicaine, et que le redécoupage qui a été fait sur Neruda, comme d'ailleurs aussi sur le collège Pierre Mendès France à Val-de-Reuil, soit à mon avis des redécoupages qui vont donner une chance supplémentaire à des enfants qui ont déjà suffisamment de problèmes à surmonter. Il faut précisément les aider en les mettant avec d'autres enfants, d'autres milieux, d'autres origines, pour que leur horizon s'ouvre. Est-ce qu'on parle de Mendès France à Val-de-Reuil, Sébastien Lecornu voulait fermer, mais là il a été sauvé? Parce qu'il rentre peut-être dans le plan d'un ANRU. Non, il n'y a pas de problème de sauvetage ou pas. Le collège, enfin le département a décidé de fermer les deux collèges, et l'affaire a été portée devant le tribunal administratif, et le tribunal administratif a confirmé, enfin en tout cas n'a pas invalidé la décision du département. D'accord. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. La vie d'un préfet n'est pas toujours simple. Le Conseil d'État a suspendu il y a quelques jours 2 arrêtés émanant de vos services autorisant Saint-Aubin-sur-Gaillon à rejoindre l'agglo Seine-Normandie. Pour Saint-Aubin, c'est donc ce qu'on pourrait appeler un retour à la maison à heure madricienne. Alors c'est un dossier fâcheux ou c'est un épisode administratif à régler? Pas un problème d'homme. C'est un épisode administratif qui va être facilement réglé, parce qu'en fait, le juge a jugé sur des critères tout à fait formels, c'est-à-dire qu'il ne met pas en cause le fond de la démarche de Saint-Aubin. Saint-Aubin, d'ailleurs, a revoté il y a 2 soirs ou 3 soirs son souhait de réintégrer SNA. Donc le processus va repartir. En fait, les raisons qui avaient fait qu'il y a eu une annulation tiennent notamment au fait qu'on avait pris l'arrêté
un petit peu plus tôt par rapport à l'adhésion des communes qui devaient... Enfin, il y a des majorités qualifiées, c'est assez compliqué, je ne rentre pas dans le détail. Mais on a eu, au bout du compte, après la date fatidique, beaucoup plus de communes que ce qu'était la majorité qualifiée. Donc, on n'est pas dans une situation qui, normalement, devrait être remise en cause à partir du moment où Saint-Aubin a réaffirmé, donc il y a quelques jours, son souhait d'intégrer SNA, que les communes appartenant à SNA vont vraisemblablement redélibérer de la même manière, puisqu'il y avait une majorité très large. Je pense que le processus n'est pas en cause. Enfin, moi, là, je suis un petit peu dans un rôle de notaire. J'ai toujours... je n'ai pas de préférence particulière pour telle ou telle formule. J'ai simplement toujours donné la préférence au souhait des communes, quand elles voulaient aller quelque part, d'y aller à partir du moment où les autres communes de la communauté les acceptaient. D'accord. Ce qui est la loi. Vous n'avez pas été froissé Je n'ai pas d'état d'âme particulier là-dessus. D'accord. Simplement, ce qui était une évidence à la date même, c'est-à-dire qu'il y aurait plus de communes qui souhaiteraient l'adhésion de Saint-Aubin, n'était pas réalisé à la date dite, mais il a été quelques jours après. Je pense qu'on est sur un problème extrêmement formel. Alors, il y a un autre dossier également que vous surveillez de près, c'est celui de la communauté de communes Roumois-Seine, où plusieurs communes ont décidé justement de quitter cette CDC et engagent actuellement des démarches auprès d'autres collectivités. Vous êtes chargé de ce délicat dossier. Est-ce qu'on va dans le mur ici? Est-ce que Benoît Gâtinais est véritablement l'homme à abattre, comme on l'entend? Vous voulez ça, je vois bien qu'il y a des balles qui sifflent dans tous les sens. Bon, je ne m'occupe pas tellement, je m'occupe de l'ordre public en général, mais pas de ce type de balles. Moi, je m'intéresse à deux aspects des choses. Le premier, c'est l'aspect budgétaire. Je vous coupe, elle est sous tutelle, c'est ça, cette communauté de communes? Alors, le premier, c'est c'est pas vraiment sous tutelle, c'est simplement que le compte administratif n'ayant pas été adopté, j'ai saisi la Chambre régionale des comptes et que la Chambre régionale des comptes va me faire des propositions pour le budget à venir. Et donc actuellement, les comptes ne peuvent être exécutés que sur la base des comptes de l'année antérieure et que toute dépense nouvelle est pour l'instant gelée et que je réglerai le budget sur la base des propositions de la Chambre régionale des comptes. Ça, c'est l'aspect financier. L'aspect, je dirais, administratif, il y a aujourd'hui un certain nombre de communes qui souhaitent quitter cette communauté et qui souhaitent aller d'ailleurs dans des directions différentes. Moi, je suis là encore dans un rôle de notaire. Je constaterai la volonté des communes et je suis très respectueux de la volonté des communes. Là où j'interviendrai, c'est pour faire en sorte, en tout cas, que si le Roumois Seine disparaît, il y ait une coagulation de communes qui soit cohérente avec ce qui existe et que les rattachements qui se fassent à telle ou telle autre intercommunalité ne soient pas des rattachements de circonstances, mais reposent sur précisément l'analyse des bassins de vie, des bassins d'emploi, ce qu'on appelle les zones de chalandise, là où les gens vont marcher, etc. Tout ce qui est la vie quotidienne. Je reconnais que lorsque je suis arrivé en mai 2016, mon prédécesseur avait établi une carte de l'intercommunalité. Elle devait être entérinée dans les 2 mois qui suivaient. J'ai donc dit que j'entérinerais le très gros travail qui avait été fait en concertation avec les élus, qui par définition, comme tout travail de ce genre, comportait un certain nombre d'imperfections, mais qu'à partir du 1er janvier qui suivrait, les communes qui souhaitaient sortir des intercommunalités qui étaient bénies par la CDCI pourraient rejoindre, à condition, toujours la même chose, qu'il y ait majorité qualifiée, les intercommunalités de leur choix. Donc on se trouve dans ce cas de figure. C'est vrai que cette intercommunalité était très étendue, très hétérogène, et je comprends d'un certain point de vue qu'il puisse y avoir, par-delà les circonstances que vous avez évoquées, le souhait des uns ou des autres de rejoindre des bassins de vie ou des bassins d'emploi avec lesquels ils se sentent plus de liens. Vous vous attendiez à tant d'égos sur les territoires? Qu'il y a aussi des problèmes. Vous savez, en politique, comme j'ai un petit peu effleuré la politique, et vous l'évoquiez tout à l'heure, je sais que les problèmes d'ego sont quand même une donnée non négligeable, pour rester poli, et que, voilà, alors, on peut toujours espérer que ce soit des grandes questions intellectuelles, idéologiques qui mènent le monde, mais bon, il y a toujours des problèmes d'ego, ici comme ailleurs, et après tout, c'est humain. Retour à la raison, donc prochainement, on l'espère. Un sujet également qui vous tient à cœur, la sécurité routière, de nouvelles voitures radars, ça a fait la une de nos journaux locaux, régionaux et nationaux, puisque c'est sur les routes de l'Eure depuis quelques jours. Elles sont sous la direction, on va dire, d'opérateurs privés qui enregistrent les ordres directement de l'État. La population s'est émue
de ce qu'on pourrait appeler des nouvelles tirelires roulantes. Comment on peut les rassurer ? Alors d'abord, il faut savoir que c'est des véhicules qui sont des véhicules qui appartiennent aux forces de sécurité. Elles roulent aujourd'hui sur nos routes ? Qui étaient, oui, depuis lundi, qui depuis des années et des années étaient conduits par des policiers ou des gendarmes, mais dont le rôle était simplement de les conduire. Puisque, et ça ne changera pas à partir du moment où ils sont conduits par des personnels privés, ces véhicules sont équipés de systèmes qui analysent les vitesses et transmettent directement à un ordinateur central les constatations. Et la personne qui conduit, qu'elle soit policier, gendarme ou aujourd'hui agent privé, n'ont aucun rôle autre que celui de conduire. D'accord. Alors, il se trouve que, comme les personnels des forces de l'ordre ont été quand même ces dernières années, en dehors des tâches traditionnelles, sollicités par tout un tas d'autres tâches, on se rend bien compte que cette tâche qui était une simple tâche de conducteur était quand même une tâche un petit peu, une charge un peu indue de la police et de la gendarmerie, et que ces personnels sont aujourd'hui beaucoup plus utiles sur les activités de police au quotidien, de lutte contre le terrorisme, etc. Et donc c'est pourquoi il a été décidé sur un rôle qui est vraiment un rôle de pur conducteur, de recourir à des agents privés, étant entendu que ça ne renforce pas l'aspect tirelire ou pas tirelire. Ce qui va changer, c'est surtout que ces véhicules vont circuler désormais 24 heures sur 24 au lieu de fonctionner que quelques heures, mais qu'en aucun cas la société qui fournit les conducteurs n'est intéressée, si je puis dire, aux résultats qui sont obtenus. Et d'ailleurs, elle n'en a pas connaissance elle-même, de même que moi, je n'en ai pas connaissance en ce qui concerne le département. D'accord. Tout ça est traité nationalement. L'objectif, c'est pas un effet tirelire, c'est un effet surtout de lutter contre quelque chose qui est aujourd'hui une plaie terrible de notre société, qui est l'accidentalité routière, la mort sur les routes. Moi, j'avais été très marqué quand je suis arrivé, le 30 mai 2016, j'ai connu 2 week-ends successifs où il y a eu des jeunes, en l'occurrence, qui sont morts sur les routes. Et au bout de 2 week-ends, j'en étais déjà à 5 morts. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce département ? Que se passe-t-il ? Bon, en plus, c'était causalité, souvent qui mêlait alcool et toxicomanie. Et donc, là, pour le coup, l'affaire dont on parle est une affaire nationale. Le département de l'Eure était un département test national. C'est pas moi qui ai lancé cette opération. En revanche, depuis 2 ans, je mène une politique extrêmement active en mobilisant avec la procureure de la République les forces de l'ordre sur les routes pour lutter contre toutes les formes d'insécurité routière. Et je suis quand même heureux. Alors on ne peut pas dire là aussi que c'est exclusivement l'action de la procureure et de moi-même. Mais nous avons l'année dernière eu 27% de morts de moins sur les routes dans l'Eure. Et je crois que la grande campagne de communication, de répression, il faut bien le reconnaître, j'ai même durci le barème autant que je le pouvais en matière administrative, la procureure elle-même est assez inflexible, et nous avons beaucoup communiqué là-dessus, je remercie d'ailleurs les médias de bien relayer ce type d'informations, a fait, je l'espère, qu'un climat s'est créé, que les gens font un peu plus attention. Il faut encore faire plus attention parce que, quoi qu'il en soit, on est aujourd'hui en glissant sur une année à une trentaine de morts, 31 morts si on prend de jour à jour par rapport à l'année précédente, ce qui est quand même beaucoup. Mais on en était à 47 si on prend la même saison de l'année précédente. Je ne sais pas si ça va être un scoop ou pas, je pense pas. Les 80 km/h, on y arrive dans notre département ou pas ? Les 80 km/h seront... sur le plan national, au 1er juillet. D'accord. En tout cas, je n'ai aucun élément qui me permet d'en douter. On va passer à un autre sujet, un sujet aussi qui vous amène parfois le sourire. On dit que vous êtes un fan de l'éolien. En tout cas, vous n'êtes pas contre les nouvelles énergies, etc., qui doivent se développer, notamment sous votre mandature sur notre territoire. Mais il n'y a que 5 parcs éoliens dans le département. Je trouve que c'est peu. Je suis un fan des énergies renouvelables. Oui. Les énergies renouvelables, c'est fondamental pour notre facture énergétique. Ça permet d'ailleurs, dans un certain nombre de cas, de fournir des revenus complémentaires, par exemple à l'agriculture, en ce qui concerne la méthanisation. Je pense qu'il faut à tout prix renouveler toutes les énergies. Il faut plutôt développer toutes les énergies renouvelables. En ce qui concerne l'éolien, j'ai une volonté forte de développer l'éolien. Simplement, on est dans un département, c'est sa richesse, qui est peuplé de monuments historiques, de
d'églises, d'abbayes, de châteaux, Oui. et que nous nous trouvons au confluent de deux politiques publiques, une qui veut développer l'éolien et une autre qui est la préservation du patrimoine et des abords du patrimoine. Et j'ai souhaité, en tout cas, faire en sorte que l'éolien puisse se développer, mais en compatibilité avec la préservation du patrimoine et des paysages qui sont situés autour du patrimoine. C'est pourquoi j'ai un petit peu fait travailler les services en sens inverse. J'ai refusé un certain nombre de projets, j'en autorisé un certain nombre, mais surtout j'ai fait élaborer en lien avec l'architecte des bâtiments de France et la base aérienne, puisque la base aérienne normalement a tout un périmètre de protection autour, une carte qui permet de savoir les territoires où c'est pas la peine de déposer un dossier parce qu'il y a trop d'enjeux, soit patrimoniaux, soit militaires ou autres, mais en revanche de voir aussi les territoires sur lesquels les sociétés qui veulent installer de l'éolien peuvent le faire parce que là, pour le coup, on ne tombe sous aucune protection particulière. J'ai souhaité qu'on ne soit pas simplement dans une logique qui était négative, parce que souvent, ici, on est obligé de dire non en raison de cette forte présence patrimoniale, mais qui est une richesse exceptionnelle pour le département. Mais comme je suis partisan de l'éolien, j'ai souhaité qu'on délimite clairement des endroits où il n'y a pas de problème, et où il y a du vent, bien entendu, parce que ce serait facile de mettre... de manière à ce que des projets puissent se développer là où ça ne porte pas préjudice ou en continuité de parcs éoliens existants. C'est pour ça que vous dites aussi, lorsqu'on parle d'immobilier, juste pour conclure, que vous préférez subventionner des bâtiments anciens que d'en construire des nouveaux. Oui, parce que vraiment, dans cette identité de l'Eure, il y a son architecture qui, au fil des siècles, a été très forte. Et on a, dans les années 60, 70, 80, eu trop tendance à donner la priorité à la périurbanisation, à la construction de lotissements et à laisser tomber les centres-bourgs et les centres-villes. Or, nous avons des centres-bourgs magnifiques qui se désertifient. Ça pose des tas de problèmes à la population. On est d'abord tout enthousiaste de s'installer en dehors d'un bourg. Et puis après, quand on vieillit, on se rend compte qu'il faut prendre la voiture tout le temps, qu'on ne peut plus toujours, que ci, que ça, qu'il faut le ramassage scolaire pour les enfants. Donc, il y a aujourd'hui, et c'est d'ailleurs une des politiques du gouvernement, mais qu'on avait un peu anticipé avec le département ici, c'est la revitalisation des centres-bourgs et c'est de limiter le plus possible la périurbanisation. Et dans les centres-bourgs, la réhabilitation, il y a des aides pour cela, les aides de l'ANA, la réhabilitation des bâtiments anciens pour les mettre au confort moderne, évidemment. On arrive à la fin de cet entretien, monsieur le préfet. Une petite question football, je ne sais pas si ça va vous toucher ou pas. Metz en Ligue 2, ça vous peine ? Je suis né à Metz, mais j'ai quitté Metz à 2 ans. Donc mon patriotisme messin est assez faible. Voilà. Vous vous sentez plus parisien, peut-être ? Je me sens, oui, parisien, parce que comme tous les gens qui n'ont pas eu d'ancrage dans leur jeunesse, dans telle ou telle région de province, je suis parisien, c'est là où j'ai mes repères, mais en même temps, je me sens fondamentalement de l'endroit où j'exerce mes fonctions, et encore plus d'un département comme l'Eure, qui m'offre tant de bonheur quotidien. Merci, monsieur le préfet, d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie. Vous pouvez retrouver cet entretien, cette interview, sur notre site internet en podcast son et vidéo. Bonsoir. Chaque dimanche à 18h, c'est l'Hebdo Politique.